Il fut un temps où il était un jeune homme heureux, plein d'illusions, mais la vie, avec ses tournants inattendus, mit entre ses mains un grand pouvoir qui s'accompagna d'une grande responsabilité. Quand nous étions petits, n'importe lequel d'entre nous aurait aimé avoir les pouvoirs de Spider-Man. Mais en grandissant, si nous regardons les choses avec plus de maturité, il me semble que personne ne souhaiterait vivre la vie de Peter Parker. Aujourd'hui, il a l'air fatigué, il a perdu son travail de livreur, sa tante connaît de graves problèmes financiers, les gens le traiteront mal et il rencontre beaucoup de difficultés à l'école. Mais ce n'est pas tout, son patron à son deuxième emploi est arrogant et le paye mal, il tolère que son meilleur ami l'insulte et Peter a dû renoncer à l'amour de sa vie pour accomplir son devoir. Tout cela à cause de ce costume et des conséquences liées au fait d'être Spider-Man, une responsabilité qu'il n'a jamais choisie, ou peut-être que si. Avant que le poids des responsabilités ne l'écrase, Peter Parker était un garçon relativement normal. Très introverti, il n'avait qu'un seul ami, Harry Osborn, et il vivait avec ses oncles et tantes, ses parents étant décédés depuis longtemps. Son cœur appartenait à une voisine, Mary Jane, une jeune fille dont Peter est amoureux depuis de nombreuses années, mais à qui il n'a jamais osé parler. Cela est sur le point de changer, mais pas comme on pourrait s'y attendre. Comme nous le savons tous, un jour, une araignée génétiquement modifiée mordit Peter. À la suite de cet incident, son corps se transforma, lui conférant des aptitudes extraordinaires. La capacité de grimper au mur, des réflexes incroyables rapide, une force surhumaine, une vision améliorée et, non moins important, la faculté de projeter des toiles depuis ses mains. Bien qu'il ait d'abord eu du mal à s'adapter à ces changements, grâce à la pratique et à la détermination, Peter parvint à maîtriser ses nouvelles aptitudes, tout en les gardant secrètes. Le problème, c'est qu'un jour, il décida de se battre pour de l'argent dans des combats clandestins, entraînant un effet papillon dévastateur. Pour s'y rendre, son oncle Ben le conduisit en voiture, profitant de l'occasion pour avoir une sérieuse discussion, car il remarquait que Peter se comportait étrangement. Il faisait d'étranges expériences dans sa chambre, avait cessé d'aider à la maison, et récemment, il s'était battu à l'école, infligeant une raclée à un harceleur. C'est ce dernier point qui inquiétait le plus Ben, qui lui donna ce conseil. Ce n'est pas parce que tu peux démolir quelqu'un que tu en as le droit. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cependant, au cœur de la dispute, Peter ignora et méprisa son oncle. Après s'être disputé, Peter sortit de la voiture et, avant de partir, Ben lui dit qu'il viendrait le chercher à 22h, au même endroit. Mais, comme nous le savons déjà, cela se termina en tragédie. Peter, vêtu d'un costume improvisé, gagna son combat et alla encaisser son chèque. Cependant, l'organisateur de la soirée le roula et le paya bien moins que prévu, suscitant chez Peter une forte frustration et un ressentiment. Or, quelques secondes plus tard, un voleur armé fit irruption pour voler l'argent et s'enfuit par l'ascenseur où se trouvait Peter. Au lieu de l'arrêter avec sa super force, Peter le laissa passer pour se venger de l'organisateur. Mais, lorsqu'il se rendit à l'endroit convenu pour retrouver son oncle, il découvrit que ce dernier était grièvement blessé. Le malfaiteur que Peter avait laissé s'échapper lui avait tiré dessus pour voler la voiture. Quelques secondes plus tard, Ben, son second père, mourut dans ses bras. Sous le choc, Peter fut pris d'une intense soif de vengeance. Usant de ses nouveaux pouvoirs, il poursuivit le voleur et vengea la mort de son oncle, ôtant la vie à celui qui avait tué l'homme qu'il aimait le plus. Cet acte scella son destin et donna naissance, presque par accident, à la figure de Spider-Man. Depuis, il ne cessa plus de sauver les citoyens des voleurs et autres menaces. Et j'aimerais que tu gardes cette idée en tête, car elle sera essentielle pour la suite. Les pouvoirs dont il dispose, qu'il n'a pas choisis, lui ont imposé des responsabilités qu'il n'a pas souhaitées non plus. Cet événement s'est produit de manière imprévisible et pratiquement involontaire. Dans le cas de Peter, sa réponse au traumatisme et sa culpabilité l'ont poussé à agir, mais cela ne provient pas d'un choix délibéré, plutôt d'une réaction instinctive à des circonstances extrêmes. Liées aux dernières paroles de Ben, il a ressenti comme un besoin inconscient, presque une obligation, d'utiliser ses pouvoirs pour rendre ce qu'il considère être justice ou pour faire le bien. Mais voici l'idée clé. Lorsqu'un obstacle n'est pas assumé volontairement, il finit par devenir une punition. Souviens-toi bien de cela, car cela va prendre tout son sens. Spider-Man devint vite une célébrité soutenue par beaucoup et détestée par d'autres, dont Jameson, le directeur d'un célèbre journal, qui lança contre lui une campagne de dénigrement, le calomniant et déformant la vérité.
Ironiquement, pour gagner un peu d'argent, Peter se mit à photographier Spider-Man, c'est-à-dire lui-même, et vendit ses clichés au même journal qui diffamait sa double vie. Son premier grand défi prit les traits de Norman Osborn, le père de son meilleur ami, Harry Osborn. Norman était un homme d'affaires multimillionnaire, à la tête d'Oscorp, une entreprise leader dans le domaine scientifique et technologique. Oscorp développait un sérum expérimental devant renforcer la force humaine et ses capacités. Mais sous la pression de l'armée et la nécessité de résultats rapides, Norman prit une décision irréfléchie. Il s'injecta le sérum sans les précautions adéquates. Le sérum fonctionna, mais entraîna de graves effets secondaires qui altérèrent sa psychologie et créèrent une double personnalité. La scission était telle qu'il n'était même pas conscient des actes de son alter ego, le bouffon vert, un être impulsif et violent. Pendant ce temps, le meilleur ami de Peter, Harry, entama une relation avec Mary Jane Watson, la jeune femme dont Peter était amoureux. Cette nouvelle brisa le cœur de Peter, qui n'eut d'autre choix que de l'accepter tout en restant ami avec elle et Harry. C'est à partir de là que l'on commence à voir que Peter Parker est caractérisé par sa tendance à endurer en silence la douleur et la déception. Qu'il s'agisse de ne pas avouer ses sentiments à Mary Jane, de se contenter d'être un simple ami ou de ne pas raconter à sa tante ce qui s'était réellement passé la nuit où Ben fut tué, Peter garde tout pour lui. Cela se reflète aussi dans son identité de Spider-Man, où il assume la responsabilité de protéger la ville, souvent au détriment de son propre bonheur et de son propre bien-être. Cette manière de tout porter sur ses épaules est à double tranchant. Elle démontre une force et une résilience admirables, des qualités essentielles pour un héros. Mais elle peut aussi avoir de lourdes conséquences sur sa santé mentale et son équilibre émotionnel, en accentuant son anxiété et son stress. Parallèlement, Norman Osborn fut licencié de sa propre entreprise. Se sentant méprisé et trahi, il entreprit de se venger sous l'influence de sa personnalité du bouffon vert, en attaquant les membres clés du conseil d'administration et en mettant des civils en danger, y compris Mary Jane. Dans ce chaos, Spider-Man intervint, neutralisant temporairement le bouffon vert et sauvant MJ, laquelle ignorait que l'homme masqué n'était autre que Peter Parker. Suite à cela, Norman, en bouffon vert, décida de s'en prendre aux proches de Peter. Alors qu'il élaborait son plan néfaste, Mary Jane se retrouva à nouveau en danger. Mais Spider-Man arriva juste à temps pour la sauver. La jeune femme faillit découvrir son identité. Cependant, Spider-Man remit son masque à la dernière seconde. Dans un élan de gratitude et de passion, elle souleva la moitié de son masque et l'embrassa sous une pluie battante, sans savoir qu'elle embrassait en réalité Peter Parker. Cela réchauffa un peu le cœur de Peter. Mais, techniquement, c'est à Spider-Man qu'elle donna ce baiser, et non à lui, si bien qu'il demeurait séparé de l'amour de sa vie. Dans le même temps, le bouffon vert mit sa menace à exécution en attaquant la maison de Tante May et en provoquant une explosion qui la terrorisa et l'envoya à l'hôpital. Peter s'y rendit en urgence et y retrouva Mary Jane, à qui il confia de façon détournée à quel point il la trouvait merveilleuse. La tension monta entre eux, Mary Jane regardant ses lèvres, donnant l'impression qu'elle pourrait l'embrasser. Mais soudain, Harry entra et, en voyant la scène, resta profondément ébranlé. Finalement, le bouffon vert porta son attaque finale contre Spider-Man. Le combat commença au désavantage de Peter, qui se faisait rouer de coups, mais grâce à ses aptitudes et à sa ténacité, il réussit à neutraliser son adversaire. Vaincu et à terre, Norman sembla supplier sa clémence, mais en secret, il activa son planeur pour l'empaler. Spider-Man esquiva in extremis et les lames transpercèrent Norman en plein abdomen. Juste avant de mourir, ce dernier lança à Spider-Man « Ne le dis pas à Harry !» faisant référence à l'identité véritable du bouffon vert. Spider-Man ramena ensuite le corps de Norman chez lui, où Harry le surprit. Horrifié, Harry attribua la mort de son père à Spider-Man. Avant qu'il ne pût réagir, ce dernier s'enfuit. Durant les funérailles de Norman Osborn, deux éléments cruciaux se produisirent. D'abord, Harry jura à Peter qu'il ferait payer à Spider-Man ce qu'il avait fait à son père. Peter connaissait la vérité, mais pour protéger l'image de Norman qu'avait Harry ainsi que son identité de Spider-Man, il garda le silence, se contentant de l'enlacer pour le réconforter. C'est un nouvel exemple de la tendance de Peter à souffrir en silence, dans l'intérêt des autres. Pourtant, ce qui suivit montra encore plus à quel point Peter était prêt à se sacrifier. Mary Jane lui avoua qu'elle était amoureuse de lui et l'embrassa. Ce baiser était tout ce que Peter avait longtemps désiré.
Il obtenait enfin l'amour de sa vie. Mais soudain, il se ravisa et lui dit « Je serai toujours là pour prendre soin de toi, et je serai toujours ton ami. Mais c'est tout ce que je peux que t'offrir. » Ces mots brisèrent le cœur de MJ, qui, elle, voulait son amour romantique. Ce refus blessa aussi Peter, mais il savait qu'il était condamné à mener une existence pleine de dangers et de responsabilités, et qu'il ne pouvait pas l'y mêler. Cette décision est cohérente avec son nouveau devoir, mais souligne aussi l'écart grandissant entre ses aspirations personnelles et les exigences liées à son rôle de super-héros. Elle montre à quel point ses responsabilités, qui lui ont été imposées sans qu'il les ait choisies, gouvernent sa vie. D'ailleurs, la vie de Peter se compliqua encore davantage. Désormais, tout tournait autour de Spider-Man. Il délaissa ses priorités en tant que Peter Parker, ses notes à l'université baissèrent, Karoshi, Axiela. Il n'arrivait pas à concilier ses devoirs avec les sauvetages nocturnes. Il avait des problèmes au travail, car il devait constamment l'interrompre pour sauver des gens, et finit par se faire renvoyer. Jonah Jameson, le rédacteur en chef du journal pour lequel il travaille, continua de calomnier Spider-Man et de maltraiter Peter. Comme si ça ne suffisait pas, il avait plusieurs mois de retard dans le paiement de son loyer et son propriétaire le harcelait. Tout se répercutait sur sa vie. Il était tellement absorbé par ses tâches de super-héros qu'il en oublia son propre anniversaire. Le jour venu, il fut surpris de voir que Mary Jane, sa tante May et Harry lui avaient préparé une fête. Oublier son propre anniversaire démontre la crise sous-jacente qui éclatait. C'est censé être un jour où l'on se sent spécial et apprécié, mais il l'avait oublié à cause de toutes ses obligations d'étudiant, de travailleur et, plus que tout, de super-héros, ce qui relègue son bien-être et son identité au second plan. Et les problèmes de Peter ne s'arrêtent pas là. Son ami Harry est furieux contre lui, sachant qu'il était le photographe exclusif de Spider-Man, le héros qu'il rend responsable de la mort de son père. Sa tante May fait face à des difficultés financières, ne pouvant plus payer son hypothèque, et demeure affectée par la mort de son mari Ben. Peter compatit, mais intérieurement, il souffre et ressent une profonde culpabilité. J'ai d'ailleurs une interprétation. Ben, la figure paternelle la plus aimée de Peter, est mort parce que Peter a laissé s'échapper un voleur. Cela a sûrement engendré en lui un sentiment de culpabilité si intense que s'occuper des criminels en tant que Spider-Man est pour lui une sorte d'expiation de sa faute. C'est comme si chaque bandit qu'il neutralise représentait ce voleur qu'il n'a pas arrêté, lequel avait causé la mort de son oncle Ben. Quelques instants plus tard, Peter sort dans le jardin et retrouve Mary Jane, dont il est toujours amoureux. La tension et les sentiments sont palpables, mais Peter sait qu'une liaison avec elle la mettrait en danger. Il évite donc toute avancée romantique. Elle lui confie qu'elle voit quelqu'un. Peter se réjouit pour elle et promet d'assister à sa pièce de théâtre, la faisant espérer qu'il ne va pas la décevoir. Promesse qui sera difficile à tenir. Après cette petite fête, Peter retourne à sa vie habituelle, seul dans un vieux logement dont le propriétaire se montre grossier en lui rappelant ses loyers impayés. C'est la double vie de Peter. D'un côté, l'incroyable Spider-Man, admiré ou détesté de tous, et de l'autre, Peter Parker, un simple étudiant perpétuellement angoissé, fatigué et sans le sou. Il se sent souvent invisible, et plus encore, terriblement seul, incapable d'exprimer à quiconque ce qu'il traverse. Cette dichotomie illustre son coût émotionnel et psychologique. En tentant de mener deux existences, il finit par atteindre ses limites. Le lendemain, Harry, désormais dirigeant de l'entreprise de son père, présente Peter au docteur Octavius, un scientifique renommé qui travaille sur la fusion nucléaire et que Peter admire. Harry a investi pratiquement tout son capital dans les recherches d'Octavius, qui vise à créer un réacteur miniature pouvant alimenter le monde entier, le pouvoir du soleil au creux de notre main. Si le docteur réussit, la société de Harry deviendra encore plus riche et le nom de son père sera glorifié. Mais, comme beaucoup le savent, tout va très mal tourner, non seulement pour Harry et Octavius, mais aussi pour l'ensemble de la ville. Le soir, Peter fait sa lessive afin de se préparer pour aller voir la pièce de Mary Jane. Mais il se rend compte que ses vêtements sont tachés de rouge et de bleu, ce qui, tu le verras, a son importance par la suite. Peter s'habille, jette un coup d'œil dans son placard pour choisir entre ses deux costumes, sa vie ordinaire et sa vie héroïque, enfile sa veste, prend son billet pour la pièce et achète un modeste bouquet de fleurs. Dans les loges, on voit Mary Jane particulièrement nerveuse et excitée, car Peter doit venir la voir pour la première fois. Mais, alors qu'il se rend au théâtre, l'appel du devoir prend Peter au dépourvu, et il doit intervenir pour stopper un braquage et sauver quelques personnes. Résultat,
Il arrive en retard. Le contrôleur à l'entrée lui interdit l'accès, et personne n'est autorisé à entrer une fois la représentation commencée. Peter essaie de s'expliquer, mais l'agent de sécurité se moque de lui et ne le laisse pas passer, si bien qu'il attend MJ à la sortie. La représentation se termine, la jeune femme sort, et Peter s'apprête à l'approcher. Or, avant qu'il ne fasse un pas, un autre homme la rejoint, l'emmène au restaurant. Le cœur de Peter se brise à cette vue, et il ressent fortement la culpabilité de la décevoir une fois de plus, tout cela à cause de ses obligations de super-héros. À partir de cet événement, Peter commence à avoir des problèmes persistants avec ses pouvoirs. Il n'arrive plus à lancer de toile et se blesse en chutant sur un toit. Le cœur brisé, privé de ses pouvoirs, et avec un scooter endommagé, il rentre chez lui. Sur les murs, il aperçoit un rappel cuisant de la personne qu'il ne cesse de décevoir. Tu te souviens de ce détail à propos de ses sous-vêtements tachés de rouge et de bleu? Cela symbolise la manière dont les responsabilités et les conséquences de sa vie de super-héros envahissent les parties les plus intimes de sa vie personnelle, affectant ses relations et chaque petit aspect de son quotidien. Le grand jour de la présentation du réacteur nucléaire du Dr Octavius arrive enfin. Il organise une petite réception pour que scientifiques et investisseurs puissent l'observer. Mais la catastrophe est imminente. Le docteur explique qu'il a mis au point des bras robotiques pour manier la machine. Ces bras, connectés à son cerveau, obéissent à ses pensées comme s'ils faisaient partie de son corps. Une femme dans l'assistance l'interroge sur l'IA très avancée de ses bras, craignant qu'il ne prenne le contrôle sur lui. Le docteur la rassure en expliquant qu'il a installé dans sa nuque un inhibiteur protégeant ses fonctions neuronales. Il présente ensuite la pièce maîtresse, le réacteur. Sa source d'énergie est le tritium, un matériau extrêmement rare et coûteux dont il ne reste que 12 kilos sur Terre. La société de Harry Osborn a financé ce projet, le rendant possible. Octavius l'allume, enfile ses lunettes, et tout le monde est émerveillé jusqu'à ce que la machine se dérègle, attirant à elle tous les objets métalliques, semant la panique. Spider-Man intervient, sauve Harry et tente de débrancher le réacteur. Un rayon détruit l'inhibiteur et la femme du docteur est mortellement blessée par une vitre. Finalement, Spider-Man parvient à couper l'appareil, le neutralisant temporairement. Mais sans inhibiteur, les bras du docteur développent un esprit malsain. À l'hôpital, alors qu'on le soigne, il massacre froidement les médecins présents. Quand Octavius se réveille et découvre les actes de ses bras, il en hurle d'horreur. Il s'enfuit et se réfugie dans un entrepôt délabré, sur un quai abandonné, reflet de son état d'esprit. Il a perdu sa femme et le projet de sa vie. Mais sa tristesse est étouffée par une voix qui résonne dans sa tête, celle de l'intelligence artificielle maintenant aux commandes, lui ordonnant de rebâtir le réacteur. Il n'a pas l'argent nécessaire, alors il n'aura d'autre choix que de voler. De son côté, le rédacteur en chef Jameson demande à Peter de couvrir un événement mondain pour prendre des photos d'un homme important. Peter accepte car il a besoin d'argent et réclame timidement une avance à Jameson qui lui répond sèchement « Non ». Plus tard, Peter accompagne sa tante May à la banque pour tenter d'obtenir un prêt afin de sauver sa maison. Mais on le leur refuse. À ce moment précis, le docteur Octavius fait irruption pour braquer la banque. Peter sauve sa tante et se faufile pour enfiler son costume de Spider-Man. Leur affrontement est brutal. D'abord, Peter prend l'avantage, mais ses pouvoirs le lâchent de nouveau, et Octavius le frappe avec un sac de pièces. Le combat se poursuit dans la rue, où Octavius capture May, puis l'emmène en grimpant sur un édifice. Spider-Man se bat pour la libérer, ce qu'il finit par faire, mais le docteur s'échappe après avoir mis la rue à feu et à sang, emportant le butin nécessaire à son projet criminel. Le soir venu, Peter se rend à l'événement mondain qu'il doit photographier. Là, sa vie de simple mortel va être mise à rude épreuve. Harry est ivre, noyant son chagrin, culpabilisant d'avoir discrédité le nom de sa famille et perdu toute sa fortune dans un mauvais investissement. De plus, le patron de Peter le houspille et l'humilie, le sommant de prendre des photos de lui et de sa femme aux côtés des personnes influentes de la soirée. Et les choses empirent encore quand l'animatrice annonce l'arrivée de John, l'homme en l'honneur duquel on fait la fête, au bras de Mary Jane. Sous les applaudissements, Peter voit celle qu'il aime avec un autre. Même s'il l'a lui-même repoussée, non pas par manque d'amour, mais pour la protéger, cela lui inflige une souffrance profonde. Il se retrouve simple spectateur, chargé de photographier la fête, pendant que son propre sacrifice reste méconnu de tous. Lui qui sauve tant de vies, il se sent humilié et impuissant de voir Mary Jane au bras d'un homme qui incarne tout ce qu'il ne peut pas être, à cause du poids de ses responsabilités.
Plus tard, Mary Jane se rapproche de Peter pour lui parler, mais elle est déçue et en colère qu'il ait manqué sa pièce, alors qu'il avait promis de venir. Prisonnier de son secret, Peter n'a aucune explication à lui donner et manque de mots devant sa douleur. Cette frustration n'est que le début d'une longue nuit. Harry, encore plus ivre, reproche à Peter de ne lui avoir jamais livré Spider-Man, l'assassin, selon lui, de son père. Fou de rage, Harry gifle Peter au milieu de la salle, puis lui décoche un coup de poing que Peter pourrait aisément éviter, mais qu'il encaisse. Peter choisit de ne pas se défendre, sachant que son ami doit expulser sa peine. Ce geste illustre sa disposition à se sacrifier, même au point de se faire humilier physiquement. Par ailleurs, Harry ignore la vérité. C'était en réalité son père le bouffon vert. Pourtant, les coups du sort ne s'arrêtent pas là. John, devant tout le monde, annonce qu'il va épouser Mary Jane, ce qui anéantit définitivement Peter. Jameson crie alors sur lui pour prendre des photos du couple, ces photos l'obligeant à saisir la joie de Mary Jane au moment où lui, Peter, est le plus désemparé. Tous ces faits aggravent encore le dysfonctionnement de ses pouvoirs. Il ne parvient plus à tisser de toile, n'arrive plus à escalader les murs, et sa vue redevient floue. C'est le reflet physique de sa crise intérieure, de la confusion psychologique et émotionnelle qui l'assaille. Désemparé, Peter va consulter un médecin qui lui assure qu'il est en parfaite santé et suggère que ses problèmes sont d'ordre psychologique. Avant de le laisser partir, le docteur lui dit quelques mots qui vont tout changer. On a toujours le choix. Pour Peter, c'est la première fois qu'il se demande réellement s'il veut mener cette vie qu'il n'a jamais consciemment choisie, mais qu'il a assumée par devoir. De retour chez lui, il fait un rêve de son oncle Ben, qui le pousse à continuer, car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais Peter répond « Je ne veux plus, je veux ma propre vie. Je ne suis qu'un simple Peter Parker. Spider-Man n'existe plus. » Or, un rêve n'est jamais seulement un rêve, et il est intéressant de noter que Peter rêve de son oncle après la consultation chez le médecin, qui lui a ouvert la voie du libre arbitre. Ce rêve peut être interprété comme la manifestation de sa culpabilité et de l'obligation qu'il croit avoir de continuer. À son réveil, Peter sort dans une ruelle, vêtu de son costume, et le jette dans une poubelle, abandonnant une tâche qui avait envahi toute sa vie. Souviens-toi, un sacrifice non assumé volontairement perd tout son sens, devenant une simple obligation. C'est exactement ce qui vient de se passer pour Peter, et il ne le supporte plus. À partir de là, sa vie s'améliore drastiquement. Il paraît plus léger, plus serein, parce qu'il n'a plus à se précipiter pour combattre le crime. On le voit de meilleure humeur, ses notes s'améliorent et il assiste à la représentation de MJ, qui en est ravi. Ils se retrouvent. Peter lui avoue ses sentiments, mais elle l'interrompt en rappelant qu'elle va se marier. Il essaie de la convaincre que c'est différent à présent, mais elle monte dans un taxi et s'en va. Pendant ce temps, le docteur Octavius est sur le point d'achever son plan. Ne lui manque qu'un peu de tritium, élément indispensable mais quasi introuvable. Il sait à qui s'adresser. Harry. Dans son manoir, ce dernier désespère en cherchant un moyen de trouver Spider-Man pour venger son père. C'est alors qu'Octavius surgit, exigeant qu'on lui remette le tritium. Harry accepte, à condition qu'il lui livre Spider-Man vivant pour qu'il puisse se venger comme il l'entend. Le docteur accepte, résolvant ainsi ses deux problèmes, obtenir le tritium et éliminer son pire ennemi. Mais avant de partir, il demande à Harry comment trouver Spider-Man. Harry rétorque que Peter Parker est son ami et sait où il se cache. Peter accompagne Tante May sur la tombe de Ben et se rend compte à quel point elle souffre encore. Cette vision intensifie son sentiment de culpabilité, au point qu'il finit par lui avouer la vérité. Je suis responsable. D'abord, May n'y prête pas trop attention, mais à mesure que Peter raconte les événements de la nuit où Ben fut tué, son visage s'assombrit. Quand Peter lui prend la main, elle la retire, se lève de table et s'en va. C'est à cet instant que Peter se rend compte qu'arrêter d'être Spider-Man n'est pas sans conséquences. Il comprend alors que nos décisions ou leur absence peuvent avoir des répercussions graves. Cette réalisation s'intensifie quand l'absence de Spider-Man entraîne une flambée de la criminalité et des accidents. Un jour, alors qu'il marche, Peter voit un immeuble en flammes. Par pur instinct, il s'approche et demande s'il y a encore des gens à l'intérieur. On lui dit qu'une petite fille y est piégée. Sans costume ni super pouvoir, il y pénètre. Il n'a plus de toile ni de force surhumaine, mais il sauve la fillette au péril de sa vie. Ce geste démontre que l'héroïsme ne dépend pas d'un costume ni de pouvoir, mais d'un choix du cœur. Pourtant, en sortant, il apprend qu'un homme à l'intérieur est décédé asphyxié.
Cela achève de le bouleverser. S'il était intervenu comme Spider-Man, peut-être aurait-il pu le sauver. Il réalise qu'il disposait du pouvoir d'intervenir, et que ne pas agir peut avoir des résultats dévastateurs. Plus tard, Peter rend visite à May, qui fait ses cartons, car elle ne peut plus payer son hypothèque. Inquiet de sa réaction après ses aveux, il est soulagé de voir qu'elle ne lui en veut pas. Elle affirme même qu'il a été courageux de dire la vérité et l'étreint. Un petit garçon, Henry, vient alors aider May et demande à Peter où est passé Spider-Man. Peter lui répond, un peu penaud, que Spider-Man a démissionné pour essayer de nouvelles choses. L'enfant s'en va et May dit à Peter que les gens ont besoin de héros, de personnes prêtes à faire preuve de bravoure et de sacrifice, et que chacun de nous, au fond, abrite un héros capable de nous maintenir intègres, de nous donner la force d'avancer, parfois en renonçant à ce qui nous est le plus cher, voire à nos rêves. Cette discussion est cruciale. Nous avions supposé que Peter agissait comme Spider-Man par culpabilité, suite à la mort de Ben. C'était une obligation plutôt qu'un choix. Or, les mots de May l'en libèrent. Si la personne la plus meurtrie par la mort de Ben l'exempte de cette culpabilité, alors Peter est enfin libre de ce fardeau. Il peut maintenant décider d'être Spider-Man ou non, de son plein gré. De plus, May a raison. La société a besoin de héros, pas forcément dotés de super-pouvoirs, mais de héros capables d'agir avec courage et honnêteté au quotidien. Parfois, être un héros implique de renoncer à ses rêves, comme lorsque Peter s'est éloigné de Mary Jane pour la protéger. Libéré de la culpabilité, il reconsidère tout et choisit sciemment de redevenir Spider-Man. Cette fois, c'est un acte volontaire, en pleine conscience de ce que cela implique. Quand un sacrifice est abordé volontairement, il devient un acte porteur de sens. Plus tard, il retrouve MJ dans un café. Octavius interrompt brutalement leur conversation en projetant une voiture à travers la vitre. Il agrippe Peter par le cou, le forçant à transmettre à Spider-Man un ultimatum, le rejoindre à la tour ouest à 15h, et pour être sûr que le message arrive, il enlève Mary Jane. Sous le choc et la rage, les pouvoirs de Peter se réveillent. Son agilité et sa vue redeviennent normales. Il récupère son costume et part poursuivre Octavius afin de sauver MJ. Leur affrontement éclate, d'abord sur un immeuble, puis sur un train bondé de passagers. Octavius manie ses tentacules avec une grande dextérité et n'hésite pas à mettre des civils en péril pour avoir l'avantage. Cependant, Spider-Man part chaque coup et semble avoir le dessus. Mais Octavius éjecte le conducteur du train qu'il lance à toute vitesse vers un précipice afin de se débarrasser de Peter. Spider-Man enlève alors son masque devant tout le monde pour placer plusieurs toiles sur les immeubles, freinant le train jusqu'à l'arrêter au bord du vide. L'effort est tel que Peter perd connaissance, mais les passagers le rattrapent, aidés d'eau, et le déposent en lieu sûr. En le voyant, un homme remarque « Ce n'est qu'un gamin ». C'est vrai. Derrière le masque, ce n'est qu'un jeune homme doué d'un pouvoir spécial, qu'il a choisi d'employer à protéger les autres. Deux enfants s'approchent et lui rendent son masque, promettant de ne rien dire. Octavius réapparaît, neutralise Spider-Man et l'emmène jusqu'au manoir d'Harry qui attend pour accomplir sa vengeance. Après avoir déposé Spider-Man et reçu le tritium, Octavius repart aussitôt, laissant Harry seul avec sa rancœur. Celui-ci s'approche pour tuer Spider-Man, mais avant de le faire, lui ôte son masque. Il découvre avec stupeur qu'il s'agit de son meilleur ami. Peter se libère et demande où se cache Octavius, mais Harry, fou de chagrin, ne peut répondre que « Tu as tué mon père ». Peter choisit de ne pas dévoiler la vérité et file sauver MJ et la ville. Arrivé à l'entrepôt, il libère Mary Jane et l'ultime affrontement commence. Octavius prend le dessus au départ, infligeant de douloureux coups à Spider-Man, mais ce dernier réussit à l'électrocuter un bref instant et à débrancher les câbles. Hélas, le réacteur s'auto-alimente toujours et attire à lui tout ce qu'il peut. Peter tente de raisonner Octavius et enlève son masque pour le supplier en tant qu'homme. Comment éteindre la machine ? Octavius répond que c'est trop tard et il agrippe Peter par la gorge. Peter lui rappelle alors les mots qu'il avait prononcés autrefois. « L'intelligence sert à faire le bien. Ces choses t'ont changé, ce n'est pas toi. N'écoute plus leur voix. » Octavius réplique « Mais c'était mon rêve !» Et Peter lui répond « Parfois, pour faire ce qui est juste, il faut savoir être ferme et renoncer à ce qu'on désire le plus, même à nos rêves. »
Touché, Octavius reprend le contrôle de ses bras et décide de noyer le réacteur dans la rivière. MJ et Peter se réfugient sur une grue. Octavius meurt en se sacrifiant, tandis qu'il répète « Je ne veux pas mourir en monstre ». De leur côté, MJ et Peter discutent tout en haut de la grue. Elle lui avoue qu'elle avait toujours eu le sentiment que Spider-Man était lui, et maintenant, tout prend sens pour elle. Il l'a toujours tenue à distance pour la protéger. Peter confirme et souligne que, tant qu'il sera Spider-Man, il aura des ennemis et ne peut mettre sa vie en danger, qu'ils ne pourront jamais être ensemble. C'est douloureux, mais c'est la décision de Peter. C'est une acceptation des responsabilités qu'il a choisies en dépit de tout. Ce comportement illustre l'évolution de Peter. Au début, il voyait ses pouvoirs comme un fardeau imposé par les circonstances et la culpabilité. Un sacrifice non assumé volontiers devient un châtiment. Mais à la fin du film, lorsqu'il explique à MJ pourquoi ils ne peuvent être ensemble, un changement profond opère. Il arbore un sourire plein d'acceptation et de compréhension. Ce sourire n'exprime pas de la joie face à leur rupture, mais la sérénité de celui qui assume désormais ses responsabilités de manière volontaire. Dès lors, ce sacrifice, autrefois insupportable, trouve un sens véritable. Après ses adieux, Peter aide MJ à descendre. Son fiancé arrive pour la récupérer, et Peter s'en va. Entre-temps, Harry découvre un passage secret dans la maison, où son père conservait l'équipement du Bouffon Vert, ce qui rebat toutes les cartes de son histoire. Le jour du mariage de MJ arrive. Elle est splendide en robe blanche, mais semble hésitante. Son fiancé l'attend à l'hôtel. La porte s'ouvre, mais c'est une demoiselle d'honneur qui entre avec une lettre pour le marier. À la lecture, son sourire disparaît. Dans la scène suivante, on voit MJ courir vers l'appartement de Peter, encore vêtue de sa robe de mariée. Elle entre, il se lève, surpris. Elle lui dit qu'elle veut prendre ses propres décisions, et parmi celles-ci, ne plus vivre à moitié. « Je t'aime, et me voici à ta porte. J'ai toujours été là. » Ils s'embrassent, mais le moment est interrompu par un appel au devoir, auquel Peter répond avec joie. Pour conclure, rappelons la phrase. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Pour la plupart d'entre nous, le pouvoir peut se présenter sous diverses formes. L'influence, des aptitudes personnelles, des connaissances spécialisées ou simplement le fait de pouvoir influer sur la vie d'autrui au quotidien. Au fond, la leçon de l'oncle Ben, c'est que tout pouvoir s'accompagne d'une responsabilité éthique. Celle de l'employer de manière juste, avec empathie, pour le bien commun. Mais plus encore, le véritable héroïsme consiste à choisir, de manière consciente et volontaire, d'assumer cette responsabilité, plutôt que de s'y sentir contraint. Souviens-toi que l'exercice de ton pouvoir, quelle qu'en soit la forme, peut vraiment changer la vie de quelqu'un. Cet acte de bonté, ce choix d'aider, peut signifier le monde entier pour une personne. D'accord, aider une seule personne ne changera peut-être pas la face du monde. Mais pour cette personne, pour cette vie, grâce à ton geste, le monde aura changé. Si tu veux que je raconte et que je réfléchisse autour de ton histoire préférée, ou que je réponde à des questions et commentaires, tu peux devenir membre de la chaîne en cliquant ici en bas sur « Rejoindre ». Tu auras accès à de nombreux avantages exclusifs et soutiendras énormément la chaîne. Pour découvrir plus de récits, de réflexions et d'interprétations, tu peux parcourir la chaîne. Peut-être y trouveras-tu déjà ton histoire préférée. Enfin, j'ai publié 3 livres disponibles dans le monde entier. Tu trouveras le lien ci-dessous. Un grand merci pour ton soutien et à bientôt pour une prochaine vidéo.